Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Eiyuden. Alors Road to Eiyuden, qu'est-ce que c'est? C'est le train de la hype avant la hype, c'est-à-dire c'est des groupes de fans de la série Suikoden, parce que vous êtes quand même sur le Suikocast, qui s'extasient, qui font des petites prédictions et puis surtout parlent de leur amour de la série avant l'heure. Donc Eiyuden Chronicle, pour rappel, c'est ce jeu qui a cassé les internets, qui a cassé Kickstarter en tout cas, et qui a été un Kickstarter à succès, à très grand succès, et qui est surtout le fils spirituel, c'est comme ça qu'on l'appelle pour aller vite, de la série de Suikoden dont il est question sur le Suikocast. Mais avant toute chose, je manque à tous mes devoirs. Je suis Medides de Death Podcast, le groupe dont fait partie Suikocast et plein d'autres émissions qu'on vous invite à découvrir. Vous avez des commandes si vous voulez dans le chat pour ceux qui sont en live, et pour ceux qui nous écouteront en podcast, voilà, vous n'avez aucune excuse. C'est tous les mercredis à 20h pour les lives let's play de tous les Suikoden, parce qu'on a pour projet de faire tous les Suikoden. Et pour les rendez-vous Road to Eiyuden, vous allez sur nos réseaux Twitter, Instagram, Facebook pour savoir quand est-ce qu'il y en a un. Et en l'occurrence, en ce moment, ça tombe bien, il y en a un avec mon invité, donc Cassim. Salut à toi, Cassim. Coucou. Ravi. Bonjour à tous. Ravi de te compter parmi nous, et puis on va un petit peu remonter sur ta carte d'identité Suikoden. C'est ce qu'on fait avec chaque invité. Je pense qu'on va commencer par on va dire pour le plus simple, le plus évident pour pas trop perdre les gens. Quel a été, on va dire, ton premier contact avec la série des Suikoden? Parce qu'avant de se projeter dans Eiyuden Chronicle, qui n'arrivera que dans une bonne année et demie, 2 ans, si tout se passe bien, il y a eu évidemment Suikoden. Et on t'écoute. Oula, alors, ouais, du coup, c'est Patate vachement chaude. intéressant. Enfin, je suis pas encore habitué totalement à parler de Suikoden, tu vois, des gens qui peuvent connaître et tout. Je pense que c'est déjà une partie importante un peu de mon histoire avec la série, c'est que quand j'étais petit, il n'y avait pas forcément Internet. Ouais. Et que donc, c'était une série de RPG qui n'était pas forcément très connue face à des Chrono Trigger ou des Final Fantasy. C'est sûr. Et donc, c'était un peu la série à chaque fois de RPG que je présentais à des potes au collège ou à l'école et qu'ils ne connaissaient pas du tout. Mais du coup, donc, la façon dont j'ai connu la série, c'est par mon grand frère. Moi, quand j'étais tout petit, on a joué beaucoup à la Mega Drive, à la Super Nintendo et tout ça. C'est là que j'ai commencé un peu à jouer à des RPG japonais. Je me souviens notamment de Shining Force 2, dans lequel il y a déjà un système où tu as une sorte de groupe de compagnons. Il y a déjà quelques codes qu'on retrouvera dans Suikoden plus tard, mais voilà, qui m'avait beaucoup plu. Et puis, donc sur PlayStation, on est passé un peu dans ma famille un peu à côté de Final Fantasy VII à l'époque, qui était le grand rival, Ouais. en tout cas celui, voilà, tout le monde se souvient. Nous on a été plus sur Suikoden, et c'est le jeu qui m'a forcé à sortir un dico anglais-français. Voilà, ne comprenais pas un seul mot de l'anglais. Donc déjà, on avait déjà de la chance qu'il était en anglais et pas en japonais à la limite. C'est ça. Mais même ça, voilà, je comprenais pas forcément. Et du coup, c'était un peu compliqué de savoir. Ce qu'il fallait faire encore. Tu arrivais souvent à trouver le bon personnage. Bah ouais. Parce que dans les Suikoden, rapidement, tu t'intègres qu'il y a deux choix, soit aller dans la salle de réunion, soit aller dormir. C'était deux façons de faire avancer l'histoire. Non, plutôt la façon de recruter les compagnons, voilà, ça c'était plus compliqué. Il fallait un peu mieux comprendre ce qu'ils disaient, ce qu'ils recherchaient pour réussir à les recruter. Donc tu as été en contact juste avant de te laisser commencer directement par Suikoden 1 à l'époque de la sortie, ou 97? Ouais, c'est ça, vraiment à l'époque de la sortie. Et du coup, très longtemps, on a mis un peu plus de temps. Je pense que Suikoden 2, on l'a vraiment eu plus tard, autour des années 2000, quoi. Mais plus tard, quoi, plus sur la fin de la PlayStation. Ouais. C'est vraiment Suikoden 1 qu'on a retourné plusieurs fois. La première fois, souvent, c'était plutôt, je regardais plutôt mon frère jouer, mais après, c'était moi qui prenais le contrôle et qui faisais mes propres choix et mes propres équipes, etc. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai connu la série. Et oui, après, on a plus enchaîné sur, forcément sur le deuxième épisode que tout le monde connaît, et qui est l'épisode le plus connu de la série, et qui est souvent le préféré des fans. Et puis, moi, ça s'est un peu arrêté là pendant longtemps, puisque forcément, Suikoden 3 n'est pas sorti en Europe. Oui. Je me souviens avoir été énormément frustré de ne pas avoir... Tu m'étonnes.
j'avais une PlayStation 2, mais je pouvais pas avoir le jeu. J'ai jamais réussi vraiment à faire en sorte qu'elle puisse lire les jeux américains. Je n'en dirai pas plus. Mais pas faute d'avoir essayé. Mais du coup, ma reconnexion avec la série s'est fait avec Suikoden 4. Le mal-aimé, comme on le résume ouais. assez souvent. Oui. C'était dur, du coup, c'était pas le meilleur épisode clairement de la série. Et c'est pas forcément, du coup, c'était un peu compliqué. Ouais. Je vais un peu rapidement, mais parce qu'il y a beaucoup d'épisodes finalement. Mais c'est vrai que Suikoden 4, la 3D, je m'étais beaucoup habitué à la 3D sur beaucoup d'autres jeux qui la maîtrisaient beaucoup mieux que Suikoden 4. Et puis, il y avait beaucoup de problèmes de game design, de temps de chargement, c'est surtout ça, ouais. Oui, de lenteur. Ouais, de lenteur, ouais, de navigation, mais de toute façon, je sais qu'il y a les membres de l'équipe du Suikocast qui se réjouissent de lui tailler un costard, mais je trouve qu'il y a des petits éléments, on en reparlera en temps voulu, qui sont quand même assez intéressants dans cet opus-là. J'ai mis une petite illustration, alors forcément pour ceux qui sont en podcast, ça passera un peu moins de Shining Force 2, sinon rien qu'une petite recherche image rendra inaccessible pour que ça puisse parler un petit peu au plus grand nombre. Donc pour reposer niveau chronologie, hein, donc on était sur Suikoden 1 dont tu parlais, sorti en Europe chez nous en 97. Après tu nous as fait un petit bond dans le temps pour nous parler de ta frustration de Suikoden 3 qui est arrivé seulement aux États-Unis en 2002, pas très loin après la sortie japonaise d'ailleurs. Il est sorti assez vite ce Suikoden. Il est sorti en juillet hein, au Japon, je m'en souviens très bien parce que c'est la date de mon anniversaire, voilà, 36-15 trivia. Et qu'est-ce que je vais dire? Et le 4, donc, qui effectivement est arrivé quelques années après. Et lui, il est sorti en Europe. En Europe, tout à fait, en 2005 en Europe et en fin 2004, été 2004 au Japon. Voilà, c'est un petit peu pour, comme on dit pour les comics, hein, chaque Suikoden est toujours le premier, comme dit Stanley pour les comics, c'est toujours le premier d'une personne, donc autant un petit peu reposer les choses. Est-ce que tu as joué ultérieurement aux 3 justement de la série J'ai joué très ultérieurement et du coup il m'a pas forcément je pense autant marqué que beaucoup de fans. Je l'ai fait et je suis content de l'avoir fait, notamment avant du coup j'ai refait le 1 et le 2 pour avoir la sauvegarde, faire les conversions et tout pour pouvoir réussir à jouer au jeu en version américaine avec la sauvegarde et tout. Mais oui, il m'a pas plus marqué que ça, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, plusieurs nouveaux systèmes. Et au moins, ce qu'on peut pas lui reprocher, au moins, c'est de pas se reposer sur ses lauriers, de pas vouloir simplement répéter la recette Suikoden 1-2. Oui. Et au moins, voilà, ils ont tenté pas mal de choses, pas mal de systèmes, de skills, de combat, de refaire le système de combat, etc. Donc, au moins, ils ont tenté des choses. Je suis pas forcément fan de tous les choix, mais au moins, voilà, ils ont tenté, quoi. Ouais, c'est sûr que là-dessus, ils ont eu pas mal d'audace. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais, peut-être un trop plein de générosité, puis sûrement ça restera toujours éternellement une supposition, sauf si un jour j'ai la chance de lui reparler pour lui demander en personne à Murayama, donc qui est le responsable historique de la série, peut-être un encadrement du fait de son départ annoncé qui a peut-être rendu les choses un peu délicates. Voilà, beaucoup de peut-être. On vous invite en tout cas joie de l'émulation légale ou même pas forcément légal, à vous de voir, hein, les gens sont grands, de vous faire une opinion sur le jeu, sinon pire du pire, il y a des let's play si vous n'avez pas forcément le courage. Donc voilà, alors donc premier contact Suikoden 1 et 2, est-ce qu'il y a une transition particulière? Alors juste avant de partir sur ces 2 épisodes-là, moi je voulais rebondir sur un truc que tu as dit qui est assez rigolo. Beaucoup de gens ont pu connaître ce rapport quand on a des frères et sœurs, d'attendre de manière plus ou moins bienveillante ou en fonction de si on est le grand frère ou la grande sœur, en usant la patience du plus jeune. Est-ce que toi ça a pu, par rapport au propre du jeu qui a un élément signature qui est de proposer 108 personnages par opus, est-ce qu'il y a des trucs qui ont pu jouer comme ça un petit peu de cet amour des personnages? Est-ce que vous débattiez avec ton frangin par exemple? C'est un truc qui m'intéresse vachement, quoi, parce que c'est un truc qu'on faisait tous avec nos potes qui étaient fans de la série. Est-ce qu'avec ton frère vous engueuliez pour dire mais non, lui il sert à rien, ou elle c'est le perso culte, enfin voilà, ce genre de truc. Ouais, j'étais assez jeune, donc ce serait intéressant de lui poser la question, mais je pense que je devais assez l'embêter pour prendre tel ou tel personnage dans l'équipe. Voilà, je suis sûr que je devais
être très embêtant. Après, on s'est jamais non plus engueulé sur le sujet. Il a toujours été bienveillant. D'accord. On n'est pas allé là-dedans. Mais oui, je suis sûr que je devais dire, mais s'il prend, je sais pas moi, Muku Muku ou un personnage très mignon, j'en suis sûr. On salue une de nos habitués du live qui est une fan éperdue de Muku Muku et qui justement fait qu'on prend régulièrement le personnage dans la team, voilà, pour te dire, tu vois, comme quoi. Il est pas mal, hein, en vrai. Ah ouais, il est chouette, hein, il est chouette. Il a pas de début de partie. Voilà, il a pas de défense, mais il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout, mais voilà, on parle d'un petit personnage, il n'y a pas vraiment de spoiler, hein, parce que c'est pas un personnage central de l'intrigue, qui est une espèce de petit écureuil mignon tout plein, qui surfe beaucoup sur la vague écureuil volant entre guillemets dans ses représentations très diverses et variées. J'essaierai de vous illustrer ça, voilà. Donc on revient effectivement sur Suikoden 1 et 2. Pareil, ton contact avec le 2, il se fait dans la foulée, il se fait à l'époque de la sortie du jeu, il se fait par l'intermédiaire de ton frangin, sans ton frangin. Alors toujours avec le frangin quand même, mais plus j'étais plus en âge qu'on en discute tous les deux, enfin d'être plus un peu maître de la situation. Ouais. Alors je crois normalement on l'a découvert un peu plus tardivement. Pour moi c'était plutôt, si je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises, il est sorti plutôt vers 98 en France. Et nous c'était plutôt vers 2000 qu'on l'a découvert. D'accord. Tard. Un tout petit peu de décalage, ouais. Il est effectivement sorti. Non, il est sorti en 2000. J'avais un doute, est-ce que c'était 99 ou quoi? Non, il est sorti en 2000. Ok, je sais pas pourquoi je voulais le placer plus tôt que ça. Peut-être que je confonds avec une date de sortie japonaise. Décembre 98 pour le Japon et septembre 99 pour les États-Unis. Ok, donc non, finalement, tu vois, du coup, on y a joué tout proche de la sortie finalement. Ouais. Je disais une bêtise, mais non, d'ailleurs, on contacte beaucoup plus facile vu qu'il était traduit en français. Oui. Alors bon, traduction qui vaut ce qu'il vaut rétrospectivement. Alors figure-toi qu'on est en train d'y jouer en anglais pour avoir effectivement comme toi la save parfaite pour Suikoden 3 en ce moment sur le Suikocast, sur les lives du Suikocast. Et franchement, la version anglaise est quand même elle aussi très perfectible. Mais ça, oui. C'est acquis, hein, parce qu'il faut savoir, historiquement, on vous renvoie, on a eu une interview exclusive du localisateur de Suikoden 2, qui est Jérémy Blaustein, que j'ai eu la chance d'interviewer sur une émission je crois, de près de 2 heures. C'était vraiment fascinant parce qu'il a aussi bossé sur les Metal Gear, il a aussi bossé sur Snatcher, il a aussi bossé sur comment s'appelle cette haute série Konami, c'est pas grave, ça me reviendra pas, mais peu importe. Voilà. Oui, Silent Hill. Donc voilà, c'est un gros bosseur localisation de jeux vidéo historique. Hein, voilà. Mais donc voilà, tu disais effectivement version française, même si elle avait ses limites, je t'ai coupé. Ah oui, ça c'était en même temps à l'époque les versions françaises, on commençait à avoir des versions françaises de jeux déjà à l'écrit, qui n'est pas encore quelque chose de totalement généralisé pour les jeux japonais. Ouais. Et je sais que beaucoup d'autres jeux de sa génération, notamment Final Fantasy VII dont je parlais tout à l'heure, a eu aussi ces problèmes de traduction. Soit parce que la traduction foirait de l'anglais vers le français ou du japonais vers l'anglais, soit parce que des bugs de gestion de la sauvegarde, enfin de gestion du jeu, où des fois il y avait des personnages qui étaient mal nommés ou des phrases qui partaient en cacahuète. Voilà, bon, ça c'est comme ça. Mais globalement, tu comprenais, tu perdais quelques dialogues, mais l'essentiel, tu le comprenais. Oui. Ouais, faut pas charrier, ça restait. Il y avait quelques comme tu le dis, le plus gros souci, c'était très souvent des phrases qui ne correspondaient pas au nom du personnage par qui elles étaient prononcées. J'ai eu une ou deux fois où Shiro, le loup du Suikoden 2, m'a sorti des phrases. Voilà. Ça donne des trucs assez dantesques, donc j'ai mis Muku Muku à tes côtés, hein, pour ceux qui voudraient mettre des images, hein, donc vraiment écureuil volant dans l'interprétation, on va dire, un peu super-héros, parce que c'est un écureuil un peu réinterprété, hein, dans les proportions, avec une cape rouge, voilà, pour que ça parle un petit peu à ceux qui auront la version podcastique, hein, vu que les épisodes de Road to Eiyuden seront également bientôt disponibles en podcast. Donc on a fait un tour assez sympa et conséquent. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que tu voulais partager par rapport à ton amour de la série avant de doucement mais sûrement aborder le tournant et les attentes sur Eiyuden Chronicle? Il y a deux éléments que je retiendrai aussi. Ouais.
Le premier, c'est la gestion des sauvegardes qui m'a marqué à l'époque, le fait justement de pouvoir importer une sauvegarde de jeu en jeu. C'est quelque chose qui me fera adorer Mass Effect beaucoup plus tard, qui reprenait ce principe. Et pour moi, enfin, c'est vraiment, s'il y avait deux choses que je devais retenir de Suikoden, c'est l'import de sauvegarde et la gestion d'une base, en fait. Ouais. C'est les deux trucs en termes de game design que j'aime me retrouver dans d'autres jeux, dans d'autres univers. C'est vraiment avoir une base à contrôler, à gérer, à améliorer, et pouvoir importer sa sauvegarde d'épisode en épisode avec des choix plus ou moins importants, que ça se suive. C'est vraiment deux choses que j'ai beaucoup aimées. Et puis un mot quand même pour un épisode, je pense je sais qu'il divise beaucoup les fans, c'est l'épisode sur DS, Terkais, que moi j'ai bien aimé malgré tout. Moi aussi. Je sais que beaucoup de monde n'aime pas cet épisode. Je sais pas si c'est un bon Suikoden, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était très bon JRPG. Oui. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Du coup finalement c'était mon dernier contact avec la série. Et moi j'avais beaucoup aimé, et je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on retrouvera peut-être d'ailleurs dans Eiyuden. D'ailleurs je pense à la façon dont on dessine les personnages en dehors de leur portrait, enfin peut-être à l'écran, qui sont affichés à l'écran avec des animations plus dans l'esprit animé plus que l'esprit simple portrait avec boîte de dialogue. Et puis, même s'il y avait eu d'autres épisodes avant qui l'étaient, c'est l'épisode qui m'a le plus marqué en termes d'acting, en termes des voix. Que c'est des choses que j'aimerais retrouver plus dans Eiyuden. Sur le jeu d'acteur sur les voix qui était vraiment réussi, malgré les capacités un peu faibles de la DS en termes d'audio. Oui, ça crachouille un peu, mais le job est fait, la preuve, t'as été saisi, et moi aussi, je te rejoins complètement dans l'enthousiasme. C'est vraiment un jeu que je défends assez bec et ongle, même si je peux en même temps comprendre pas forcément la levée de bouclier, parce qu'en général les gens vont pas non plus dire que c'est fondamentalement un mauvais jeu, mais en tout cas le fait que ce soit déjà pas un épisode canonique, souvent ça pique pas mal de fans. Est-ce que c'est vraiment pas un épisode canonique? Il y aurait tout un débat à avoir dessus. C'est la vraie question, et je te remercie de l'amener. mais effectivement ça induirait vraiment une connaissance assez costaud de l'univers Suikoden, mais c'est sans être trop dans le spoil. Il y a un élément d'ailleurs du jeu que j'aime beaucoup, que je regrette ne pas avoir assez exploité à l'époque. Je sais pas dans quelle mesure ça peut encore l'être un petit peu aujourd'hui, mais il y a une connectique Wi-Fi avec une espèce de lieu, on va rester très vague, mais une espèce de lieu un peu salle du temps. Pensez salle du temps pour les fans de Dragon Ball, pensez Valkyrie Chronicle, Valkyrie Profile, excusez-moi, pour ceux qui avaient expérimenté le jeu avec l'envoi des personnages dans un univers parallèle. Bon, dans Valkyrie Profile c'était le Valhalla, et là en l'occurrence on avait une espèce de zone comme ça, et c'est de là un peu que vient l'intuition de Cassim, je pense, de cette idée de communication de monde. Et d'ailleurs c'est très drôle de se dire que je pense que le jeu serait sorti peut-être 2 à 3-4 ans après. Ta supposition aurait été plus qu'une intuition, parce que quand on voit comment vraiment les univers maintenant en mode multivers se connectent, sont quasiment devenus une logique de marché du jeu vidéo, pas obligatoire mais pas loin, je pense que ce serait clairement admis. Voilà. Mais je soutiens beaucoup cette hypothèse, et au Japon il y a un rapport entre les connexions d'univers dans une même série qui est beaucoup plus forte qu'aux États-Unis et en Occident, même si les Américains ont beaucoup rattrapé leur retard, parce qu'il y avait pas mal de sous à se faire aussi là-dessus. Ok, donc on a parlé effectivement de Tierkreis, on a parlé de Suikoden 1, 2, 3, du 4, le 5 peut-être, un contact avec le 5 ou pas du tout? Alors le 5 je l'ai fait très tardivement avec mon compagnon. J'avais un peu lâché la série, je crois que je sais pas pourquoi j'ai pas voulu faire le 5 à l'époque, parce que j'avais entendu parler de sa sortie. D'accord. Peut-être parce que je n'osais plus, je savais que le créateur était parti, puis j'avais le 4 m'avait refroidi, et je pense que j'avais un côté je veux pas être déçu. Ouais, ça, et puis de côté un peu de savoir que la série, il n'y aurait pas de suite. Enfin, je pense que j'étais déjà conscient un peu à l'époque que c'était la fin de route pour Suikoden, donc du coup, c'est pas forcément, c'est pas l'épisode sur lequel j'ai le plus accroché. Je l'ai fait plus tardivement, et c'est bien. Il arrive à retrouver un retour un peu, c'est ce qui a été commenté par tout le monde, un peu un retour aux sources de la série. Après, peut-être que justement il essaie. Enfin, peut-être qu'il a trop fait son retour aux sources, je sais pas si... Ouais,
Toi, Je tu sais l'as qu'il est ressenti beaucoup comme ça. apprécié, mais j'ai l'impression qu'il a peut-être pas réussi à trouver sa touche, son originalité, quoi, on va dire. Ouais. Oui, oui, là aussi, je peux comprendre ton ressenti, même si c'est vrai que c'est une. Et je pense pas que. Au contraire, ça n'a pas l'air d'être un truc que tu objectes, mais c'est peut-être la meilleure entrée en matière dans l'univers des Oui. Suikoden. Enfin, la moins aride, voilà, c'est ça que je voulais dire, d'un point de vue notamment clairement graphique, parce que c'est vrai que c'est un jeu avec une 3D maîtrisée qui a bien vieilli, clairement, par rapport au côté où ça rame un peu, sans mauvais jeu de mots, avec le 4, et où le 3 était clairement au balbutiement très mal maîtrisé. Enfin, on sent qu'il y avait un décalage en termes de budget chez Konami, d'où était mis le pognon au niveau de la 3D à l'époque, quoi, pour Je Suikoden dirais 3. que peut-être s'il y avait un point faible pour le 5, ce serait qu'il met peut-être un peu de temps à démarrer par rapport au 1 et au 2 en termes de mise en place de l'histoire. Mm. J'ai un- Alors, il est un peu plus fou, je l'ai moins refait que les autres et tout, donc c'est un peu Oui. plus dans mon esprit, mais j'ai un souvenir que le 5 met du temps à démarrer. Il y a une histoire de jeu, un peu de Jeux Olympiques, enfin, qui met beaucoup de temps, voilà, qui prend une partie de l'introduction, alors qu'on aimerait aller plus vite. Oui. Oui, c'est vrai que c'est dilué de manière un peu, des fois un peu maladroite, mais je trouve que c'est un peu moins maladroit que le début de Suikoden 3, qui est assez, qui je trouve est encore plus poussif, et Dieu seul sait que le 3, à titre personnel, mais je vous rassure, je ne rentrerai pas dans les détails, puisque ces épisodes de Road to Eiyuden se veulent spoilerless, donc spoiler free, c'est selon, donc allégé en spoiler, voire même sans spoiler. Mais voilà, en tout cas, il y a un démarrage, je suis d'accord avec toi, mais l'avantage du 5, c'est que ce démarrage un peu longuet, même si l'histoire du tournoi dont tu parles, etc., est un peu, celui-là est un peu poussif, c'est qu'il permet de très bien poser les bases de la dimension tragique, en fait, du jeu. Bien sûr. Alors ça, c'est pas un spoiler, je rassure les gens qui se diraient que je me contredis, la série des Suikoden, c'est quand même un RPG qui parle de guerre, donc parler de tragédie sur le champ de bataille, c'est un petit peu quasiment un pléonasme. Ben voilà, on a fait un joli tour en tout cas sur l'univers Suikoden canonique. On va arriver sur, on va dire, le gros morceau, la dimension emblématique d'ailleurs de ces épisodes. Eiyuden Chronicle. Ta réaction, histoire de faire un peu en mode YouTube, Cassim Reacts to Que je Eiyuden. fasse une Ouais, emoji, voilà. ah, t'es parfait, voilà, super client, quoi. Non, bah, alors moi j'y croyais pas du tout. Alors je Oui, suivais Moriyama sur Twitter et tout, donc je savais qu'il parlait d'un projet, etc. ouais. Longtemps avant, depuis le début de l'année quasiment, je crois, il en Mm. parlait. Ouais. Mais je voulais quand même pas y croire. Pour moi, ça allait être, il va être scénariste sur un animé, il va être, je sais pas, il va écrire un bouquin, ça va être quelque chose comme ça. Ouais. Ça peut pas être, voilà, ça peut pas être quelque chose. Je ne veux pas y croire. Donc j'étais très content d'apprendre que je m'étais trompé et que c'était un jeu. Ouais. J'ai évidemment, Baqué. j'ai fait F5, voilà, pour être là à la minute près. Je suis dans les 100 premiers Ouais. à avoir béqué. Tout va bien, c'est bon, j'ai mon étoile. Euh, Sinon, quoi dire sinon, ma réaction après, sinon, c'était comment dire, de la satisfaction, enfin du soulagement plutôt, voilà, sur certains éléments, le fait de, par exemple, qu'ils partent sur de la 2D, qu'ils ont l'air de Ouais. plutôt maîtriser plutôt que de vouloir faire de la 3D, À tout prix. sur lesquels ils auraient pu se prendre les pieds. La façon dont le Kickstarter a été construit aussi, qui semble où ils évoquent le fait d'avoir bien réfléchi, bien vu les Kickstarter qui ont échoué par le passé, etc. Pour pas essayer de faire les mêmes, enfin pour pas répéter les mêmes erreurs, voilà, et c'est du coup j'étais assez confiant sur la façon dont ils ont mené leur projet jusqu'à présent. Mm. Les mises à jour d'ailleurs, maintenant qu'on a un peu de recul, les mises à jour mensuelles. Voilà, on sent que des fois il y a des petits trucs qui marchent pas bien ou voilà, ils s'en excusent, mais bon, c'est normal. Enfin, Ouais. bien sûr, ça peut arriver. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, voilà. Et puis plutôt satisfait, plutôt content et backer assez rapidement. Mm. Donc. Mais après, bien sûr, après j'attends. Maintenant, l'attente commence. Je savais que c'était aussi un point de départ et que Ouais. je suis assez pour avoir suivi pas mal de développement de jeux ou quoi que ce soit. Je suis assez conscient du temps que ça peut prendre.
moi, même les deux, tu vois, les 2 ans, je trouve ça très optimiste aussi. Les 2-3 Pareil, ans pour être franc. annoncés, je trouve ça Ouais. assez optimiste. Je préfère ne même pas m'imaginer que le jeu sorte tout de suite. Ouais. Et j'aimerais bien qu'ils se mettent pas trop de pression d'ailleurs sur qu'ils le fassent en temps imparti. Voilà, faut pas que ça prenne 10 ans non plus. Non, bien Mais sûr. faut pas que ça se transforme en Star Citizen non plus à vouloir faire tout et n'importe quoi. Mais qui prennent leur temps, et qui sont pas trop crunchés ou ce genre de choses. Mm. Et après, je suis un peu plus partagé sur leur approche vis-à-vis des fans. Je comprends, en fait, moi j'ai envie de respecter avant tout ce qu'ils veulent faire avec leur jeu. Ouais. Et alors, il se trouve que ce qu'ils veulent faire avec leur jeu, c'est écouter les fans et parler avec eux. Moi, j'aimerais bien. Moi, je suis plutôt client de laisser les développeurs développer et faire ce qu'ils veulent et laisser les créateurs créer. Oui. Et pas avoir. Du coup, j'étais très frileux, par exemple, sur tout ce qui était récompense de vous aurez votre personnage, vous aurez votre machin, vous aurez votre C'est truc ça. dans le jeu. Surtout quand en plus ils ont rajouté derrière quand ils ont recréé des fois des prix. Je me rappelle plus du terme, mais des rewards. Des paliers, ouais, oui. Voilà, ils ont recréé des paliers derrière pour. On va se retrouver avec 60 chats de fans dans le jeu. Je t'avoue que ça aurait pas coûté si cher, j'aurais backé ça. Mais J'aurais aussi, mais pour info, c'est il fallait envoyer. Enfin, vous pouviez en payant le, je sais plus de combien, à combien c'est. $1000 peut-être, quelque chose comme ça. Waouh. Ok, ouais, je me souviens, ça piquait bien. En donnant donc cette somme-là, vous pouviez avoir votre petite boule de poil qui pouvait faire partie de l'aventure, en tout cas qui était genre digitalisée dans le jeu. Mais non, c'était un peu beaucoup trop chéro. Mais oui, je te rejoins complètement sur même si pour l'instant sur les invités qu'on a eu sur ce Road to Eiyuden, les gens sont quand même, comme tu le disais avant, assez rassurés sur le fait qu'ils arrivent à garder la tête froide. Et puis surtout, c'est compliqué en fait de trouver cet équilibre-là aujourd'hui dans ce type de modèle économique, en particulier de financement participatif, dans le sens de pas être totalement à répondre à tout, mais d'un autre côté, ça fait vraiment partie du jeu aujourd'hui, quoi. C'est très compliqué. Oui, et puis il y a aussi cet équilibre à trouver entre. Enfin, je veux que Eiyuden soit Eiyuden et pas Suikoden. Ouais. Pas Suikoden 0 ou Suikoden, je sais pas comment vous l'appelez. C'est ça, ouais. J'aimerais qu'ils trouvent ça. J'espère que c'était une autre partie où j'étais un peu craintif à l'annonce du projet. J'espère qu'ils arriveront à créer un scénario et un univers et tout. Je leur fais confiance, mais qu'ils soient pas trop inspirés de Suikoden ou qu'ils fassent pas trop de clin d'œil à Suikoden et que son propre univers. C'est ce qui me fait toujours peur aussi avec les fans, du coup, justement, de leurs attentes, c'est un peu de vouloir avoir un Suikoden HD ou moderne. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration, moi le premier, de ne pas pouvoir faire facilement découvrir cette série aux gens aujourd'hui. Parce qu'elle est très peu accessible, même si Konami a réussi enfin à republier des fois les jeux sur PS Vita ou PS3 à l'époque. Voilà, elle reste très inaccessible. Et du coup, on a envie qu'il y ait une sorte de nouveau Suikoden qu'on puisse facilement partager, qu'on puisse facilement recommander. Et j'espère que ce sera Eiyuden, mais j'espère aussi qu'Eiyuden sera son propre truc, son propre jeu, son propre code. Tout à fait. Tout à fait. On croise les doigts. On croise les doigts. Qu'est-ce que je voulais dire en tout cas, pour l'instant, niveau commu, alors j'ai mis d'ailleurs, pendant que tu t'exprimais sur le sujet, un magnifique artwork qui est lui-même un clin d'œil un fan art, pardon, qui est lui-même un clin d'œil à une illustration bien connue par les fans de Suikoden 1 en particulier, vu que c'est une des illustrations principales. Mais voilà, ça se profile bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments humoristique, enfin il y a un bon dosage entre ça, les côtés un peu, les personnages un peu même qui existaient déjà avant même l'existence du terme de mème dans les Suikoden, hein, mais là je sais pas, je trouve qu'il y a un bon équilibre ludique et sans être dans un fanboyisme aveugle, je te rejoins sur pas mal de petites craintes, mais voilà, ça sent bon. Est-ce que tu aurais toi des attentes, je dirais particulières, soit de ce qui se profile pour l'instant des newsletters ou dans le système de jeu, dans les visuels, dans l'audio, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent dans les compositions, voilà.
Oui, c'est vrai que une dernière crainte, et après je passais sur mes espoirs, c'est peut-être aussi de trop en apprendre sur le jeu avant sa sortie, et ça c'est Oui. aussi une règle du Kickstarter. Ouais. J'essaye de pas trop lire les mises à jour, justement les updates, je suis très content qu'ils partagent les choses et qu'ils soient ouverts et transparents, ça c'est très bien. C'est juste moi, à titre personnel, je préfère peut-être éviter d'apprendre, de connaître tous les personnages avant de jouer au jeu. Donc bon, ça c'est petite parenthèse mise à part. Vraiment sur les attentes, je pense que j'attends beaucoup. Ce qui me hype le plus finalement dans ce qui était annoncé, c'est peut-être la gestion de la base. Justement, j'avais dit tout à l'heure que c'était un des Oui. trucs que j'aimais beaucoup. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus. Il y a eu énormément de jeux depuis qui se sont inspirés ouvertement. Enfin, des développeurs, beaucoup de développeurs ont admis s'inspirer de Suikoden et enfin, le jeu a quand même gagné une sorte d'aura comme ça au fil des ans. En termes de game design parmi les développeurs. Et du coup, j'apprends beaucoup de choses sur la gestion de la base, peut-être un peu plus de pouvoir passer du temps dans la base, dans le village. J'espère déjà retrouver l'ambiance du QG du 2, qui est pour moi mon préféré, clairement, puisque une sorte de ville où tu te plais à parler aux habitants, quoi. J'espère que là, on aura beaucoup d'activités à faire, beaucoup de gestion, de création de bâtiments, de faire en sorte d'améliorer la vie de tes compagnons, quoi, en gros. Moi, ça me plaît. D'ailleurs, j'attends le jeu compagnon qui devrait arriver plus tôt. Enfin, on nous a promis un jeu qui risquait d'arriver avant Eiyuden, d'intermédiaire là, de jeu compagnon qui risque de justement plus se pencher sur le côté gestion. Pour donner un peu une avant-première sur l'univers, quoi. Ça, j'attends évidemment avec beaucoup d'impatience. Et puis c'est vrai, tu l'as dit, c'était peut-être un des points qui m'a déçu, c'est un peu fort comme mot, mais le fait que Miki et Higashino ne soient pas revenus pour la composition. Ils ont clairement expliqué qu'elle ne souhaitait pas revenir, donc du coup, ne la harcélons pas pour qu'elle revienne. Clairement. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui étaient là aussi. Je le voyais sur le Discord et tout quand il y avait le Kickstarter mais on veut qu'elle revienne et tout. Non, mais voilà, si elle ne peut pas revenir, elle ne veut pas revenir, quoi. On va pas la forcer à composer Et puis même si elle change d'avis, c'est le pire truc à faire, c'est d'être en gros lourd forceur. c'est ça, exactement. Donc après on croise tous ses doigts un petit peu en secret, mais bon. Et il y a d'autres très bons compositeurs de musique. Enfin, on n'est pas obligé de toujours être dans la nostalgie, même si j'adore. Et qu'un des trucs qui m'a fait adorer Suikoden, c'est l'OST des jeux qui était très différent de ce qu'on retrouvait dans les autres univers. Là, c'était très. Notamment tout le côté très Japon féodal dans l'OST marchait très bien. Et bon, le dernier souhait, mais ça c'est le plus évident, enfin c'est quasi assuré que ce sera le cas, c'est le côté un scénario très politique avec des guerres de territoire et qui ne t'emmène pas, contrairement à beaucoup de JRPG, dans une guerre contre un dieu ou dans du métaphysique, ce qui m'a souvent déplu par exemple sur les fins de Final Fantasy. Là, on va rester très terre à terre et très dans des simples guerres humaines finalement. Mais bien raconté, c'est évidemment quelque chose que j'attends, mais ça c'est le truc sur lequel je suis à peu près le plus confiant. Pareil. Murayama là-dessus, il a l'air de rester solide. Bah oui, je te rejoins moi sur deux choses. Une sur laquelle je ferai un prolongement et la première qui est un constat, c'est qu'il y a un travail. Alors pour ceux qui connaissent les Suikoden, c'est quand même de longue date. Il y a un travail sur le background, tous les décors et tout qui, je trouve, pour l'instant du peu qu'on a eu, est assez fabuleux et qui était déjà vraiment génial parce que le propre de Suikoden, c'est un petit peu de jouer beaucoup sur les reliefs, les éléments, à des degrés différents, que ce soit les différentes parties du monde qu'on explore, ou même simplement sur notre base, comme tu le disais, chaque base de Suikoden est toujours différente, même le 4 qu'on n'arrête pas à chaque fois de prendre en grippe, justement parce que le QG est un bateau, c'est quand même une proposition intéressante. Sur le papier, c'était cool comme idée. C'était génial, mais il y a plein de trucs, on en a déjà parlé sur les lives, le déplacement
dans le QG slash bateau, voilà, il y a plein de trucs malheureusement qui ont été mal exécutés, mais comme tu le dis très bien, sur le papier c'était génial. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est chouette et rassurant. Et ce que tu disais sur Companion, moi c'est marrant, parce qu'en t'entendant parler, jusqu'ici je l'avais pas matérialisé dans ma tête, mais ça me rappelle un truc qui avant était intégré soit dans le software ou le hardware des consoles et des jeux. J'ai repensé en fait à la VMS qui était la carte mémoire de la Dreamcast, et qui permettait notamment dans un autre grand JRPG qui est Skies of Arcadia d'avoir un truc qui s'appelait le Pinta Quest, qui était une espèce de quête annexe dans laquelle on pouvait faire partir un petit personnage de l'équipe en vadrouille via cette... alors il faut imaginer une carte mémoire. Alors pour les plus jeunes, carte mémoire c'était un truc qu'on prenait, qu'on mettait dans la console et qui permettait de sauvegarder nos parties. Et oui, vous pouviez pas faire autrement. À l'époque, c'est un peu comme vos cartes SD et micro SD aujourd'hui sur vos téléphones portables. Et en gros, ce qu'on a accumulé comme expérience dans le jeu, on pouvait le retrouver après dans l'expérience en tant que telle. Donc c'était assez marrant de voir comment ça communiquait et comment c'était intégré en tant que tel aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment c'est marrant, comment c'est vendu comme assez extraordinaire ou exceptionnel, alors qu'en fait c'est un truc qui a toujours été présent sous d'autres formes à l'époque. Donc voilà, c'est intéressant de voir que c'est un bonus aujourd'hui alors que c'était un truc tout intégré à l'époque. Voilà, je pense que j'ai fait une belle parabole pour prolonger un petit peu ce que tu as dit. Comme d'habitude, tradition, je vais te laisser les derniers mots avant de pouvoir clore effectivement cette émission et d'enchaîner. D'ailleurs, hein, l'invitation est ouverte si tu souhaites nous rejoindre, parce qu'on enchaîne ensuite à 20h sur le Let's Play de Suikoden 2. Sinon, tu es bienvenu sur d'autres sessions plus tard. Et donc voilà, j'arrête de faire le bavard, je te laisse les derniers mots sur que ce soit Eiyuden ou Suikoden, ou créer ton amour haut et fort de la série. Voilà. Non, mais c'est bien, j'embête tous mes amis tout le temps à longueur d'année sur le fait que c'est Suikoden 2 mon jeu préféré, par exemple, ever. Et tu as bien raison. Donc c'est bien c'est marrant de pouvoir un peu en parler. Mais du coup, déjà, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour en parler. Et puis, je crois un dernier mot peut-être sur Eiyuden, sur un point que là on n'a pas abordé dans cet épisode-là, c'est l'éditeur. Voilà, c'est le gros point d'intégration qui reste, à ma connaissance, qui n'a toujours pas été annoncé, si je dis une bêtise, sur quel éditeur signera avec les développeurs donc, pour faire le jeu, puisque le Kickstarter c'est qu'un point de départ, alors un point de départ qui a très bien réussi et qui va du coup leur donner des armes pour quelque part choisir leur propre éditeur, je pense. Probablement. Je pense qu'ils peuvent se permettre d'avoir le choix, ou en tout cas de bien négocier un bon contrat grâce au succès du Kickstarter. Mais du coup, il va falloir trouver l'éditeur. Donc je me demande qui ça peut bien être. Je suis très curieux de savoir qui ça peut être. J'espère qu'il sera un bon éditeur pour eux. Et pour nous, tant qu'à faire, pour nous aussi. Et puis voilà, très, très impatient d'en découvrir plus sur le jeu dans les années à venir, quoi. J'espère qu'on n'aura pas à attendre 10 ans, mais j'espère comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'ils prendront aussi leur temps pour faire les choses correctement. Mais voilà. Mais encore merci du coup pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, et comme je te le disais, c'est-à-dire il y a même pas besoin d'un premier passage, hein. Suikoden c'est un peu une auberge espagnole pour peu que vous soyez un minimum fan de Suikoden, et tu es le bienvenu. Il suffira juste de nous faire un petit signe, pour nous dire ce soir je veux bien passer, ou il y a tel arc qui m'intéresse vachement, ou j'ai simplement une envie soudaine de parler de Suikoden, et tu es le bienvenu. Merci Cassim. On retrouve ton travail, ou est-ce qu'on peut te retrouver en règle générale sur @notecassim sur Twitter principalement, si on a envie effectivement de te suivre, d'échanger avec toi de Suikoden et probablement de plein d'autres choses. Et puis voilà, je vous ai mis une petite illustration pour terminer sur autre chose que Suikoden, hein. On est quand même ouvert sur la VMU, donc la fameuse, non pas la VMS, la VMU, excusez-moi, c'est Visual Memory Unit, la carte mémoire effectivement de la Dreamcast qui se pluguait dans la manette et qui vous permettait d'avoir des petits jeux additionnels. Ça avait aussi été expérimenté sur PS1 avec la Pocket Station, mais qui marchait sur très peu de jeux, dont Final Fantasy VIII. Il faut aussi savoir parler du rival, hein. Vous voyez, on est totalement ouvert au Suikocast. J'ai même pas parlé de FF9, qui est un de mes JRPG préférés par exemple. Voilà, écoute, pourquoi pas, n'hésite pas. Il y a un fan de FF8 régulier sur
sur les lives du Suicocast. Donc c'est une grande famille, comme dirait l'autre. Merci à toi. Et puis vous savez que vous nous retrouvez sur Suicocast, @Suicocast sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, et toutes les émissions, dont le Eiyuden Chronicle, Road to Eiyuden Chronicle, en replay sur YouTube si vous voulez le visuel tant qu'à faire, ou disponible bientôt dans vos oreilles en podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui ne seront pas en live avec nous, dès 20h pour un Let's Play Suikoden, à moins que peut-être nous ayons de nouveau un ou une invitée pour nous parler de leur attente de Eiyuden Chronicle et leur amour de la série Suikoden. Et puis n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, si on est sur Patreon, si ça commence à partir de 1 euro, sur Deez Podcast, donc DEEZ Podcast, tout attaché avec un S à la fin. Donc voilà, vous trouvez toutes les infos autour de Suikoden, ou en venant nous voir sur Twitch, twitch.tv/DeezPodcast. On vous dit à la prochaine fois. Ciao. Ciao.